Pour la deuxième vidéo du cours sur la conscience. Nous avons, dans la précédente vidéo, longuement parlé de ces critiques de la notion d'individualité, de la notion de sujet, plus généralement. À présent, je voudrais aller encore un cran plus loin et envisager une critique, elle aussi radicale, absolument radicale, d'ailleurs très inspirée de celle de Schopenhauer, à savoir celle qu'on trouve chez Nietzsche, la critique en fait de la notion de sujet, tel qu'il est compris par le cogito cartésien. Alors, euh, je vais afficher voilà le plan du cours. Alors, en fait, euh, Nietzsche propose une critique du cogito cartésien qui me semble très intéressante. Elle est basée en fait sur euh, le comment dire euh, la mise à nu du raisonnement cartésien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la notion de sujet, elle est fondée sur l'idée que du moment que je suis capable de penser, ou du moment que je suis capable de douter, j'aurai à ce moment-là la certitude de mon existence en tant que sujet, en tant qu'être pensant. Et cette certitude, en fait, proviendrait d'un raisonnement qui, d'après Nietzsche, est une illusion, enfin repose sur une illusion, sur un présupposé grammatical. C'est-à-dire que, en fait, la seule chose que j'aperçoive lorsque je suis la route, l'itinéraire que propose Descartes, la seule chose que j'aperçoive, c'est qu'il y a cogito, et il y a je pense, enfin, il y a de la pensée, disons. Hein. Et en fait, j'ajoute à ce constat, donc il y a un sujet. Il y a de la pensée, donc il y a un sujet. Et en fait, finalement, la seule chose que l'on puisse empiriquement constater, c'est la première, c'est-à-dire le constat qu'il y a de la pensée. Par contre, lorsque j'ajoute donc il y a un sujet, c'est une supposition, c'est une déduction erronée, nous dit Nietzsche. On pense, donc il y a quelque chose qui pense. Ça, c'est dans la volonté de puissance, hein, citation tirée de la volonté de puissance. On pense, donc il y a quelque chose qui pense. À cela se réduit l'argumentation de Descartes. Mais c'est là tenir déjà pour vrai a priori notre croyance en l'idée de substance. Dire que lorsqu'on pense, il faut qu'il y ait quelque chose qui pense, c'est simplement la formulation d'une habitude grammaticale qui, à l'action, ajoute un acteur. Bref, on annonce déjà ici un postulat logico-métaphysique au lieu de se contenter de constater. Sur la voie indiquée par Descartes, on n'arrive pas à une certitude absolue, mais seulement au fait d'une croyance très forte. Si l'on réduit la proposition à ceci, on pense donc qu'il y a des pensées, il en résulte une simple tautologie, et ce qui entre justement en question, la réalité de la pensée, n'est pas touchée, de sorte que sous cette forme, on est forcé de reconnaître la parole. C'est que la pensée n'eut pas seulement une réalité apparente, mais qu'elle fût en soi. En soi, pardon. Erreur de frappe. Voilà, citation extraite du Monde comme volonté, comme représentation. Les papiers sur lesquels Nietzsche travaillait lorsque sa carrière d'écrivain, de philosophe connut un terme après en fait une crise de démence en 1889. Bon, alors en fait, la conscience ne me donne pas du tout le sum dans voilà la célèbre citation de Descartes, cogito ergo sum. En fait, la conscience me donne simplement cogito, il y a de la pensée, hein, mais le fameux sujet, lui, n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement l'habitude que nous avons dans les langues indo-européennes d'associer un verbe à un sujet. C'est simplement cette habitude qui nous impose
cette conclusion, donc je suis. Après tout, il y a des langues qui n'associent pas systématiquement le verbe et le sujet. Par exemple, il y a des langues dans lesquelles il y a des pronoms sujets, qui sont interchangeables. C'est-à-dire que par exemple, en chinois ancien, le pronom qui veut dire je est le même que enfin, il y a pardon, une multitude de pronoms différents qui veulent dire je, ce qui est très troublant, nous, on n'en a qu'un seul. Et en fait, ces pronoms peuvent aussi, selon les cas, vouloir dire tu, voire il. Donc en fait, la notion de sujet n'est pas isolée grammaticalement, enfin plutôt. En termes de lexique, la notion de sujet n'est pas mise en évidence par un graphème ou un phonème évident, et plus généralement, en fait, les verbes peuvent s'employer sans sujet précis. Hein. Donc en fait, c'est notre habitude de manipuler, enfin de nous exprimer à travers en fait des règles grammaticales précises, qui fait que nous allons affirmer l'existence d'un sujet permanent et que nous allons supposer derrière cogito qu'il y a un sujet, un je suis, un sum, qui en fait ne se laisse pas du tout apercevoir. Hein. Autrement dit, le cogito cartésien repose simplement sur la croyance dans la grammaire, c'est-à-dire l'idée, l'illusion que en fait la grammaire serait la langue de, enfin, que, pardon, que les particularités de la grammaire de nos langues structureraient la réalité même et non pas simplement notre façon de nous exprimer. Hein. En fait, c'est une croyance plus largement chez Nietzsche, enfin, pardon, il y a plus largement chez Nietzsche l'idée que le langage ne reflète pas la réalité, hein, qu'il y a une déconnexion profonde du langage et de la réalité, et que nous avons trop tendance à lire la réalité derrière, enfin, avec les lunettes du langage, enfin, en croyant que la réalité se modèle sur le langage. Voilà. Et donc nous inventons, nous dit Nietzsche, une âme purement verbale qui en fait, à côté du corps, qui n'est en fait que un résidu, que comment dire, un excédent du corps. Ce que nous pouvons constater, c'est le corps, et puis nous rajoutons autre chose par-dessus. Hein, plus généralement, c'est ce que Nietzsche appelle des arrière-mondes, c'est-à-dire en fait des créations qui dépassent la réalité et qui sont simplement du ressort de nos croyances, quoi. Hein. Alors, en fait, la réalité de ce qui se passe en nous, l'essentiel de ce qui se passe en nous, c'est ce qui se passe dans le corps. Hein. Et en fait, ce qui se passe dans la conscience est tout à fait superficiel en comparaison de ce qui se passe dans le corps, pardon. C'est-à-dire que finalement, la conscience arrive tout à fait en bout de chaîne, c'est-à-dire que nos pensées ne sont que le résidu de notre activité, du bouillonnement intérieur. Hein, et ensuite, la pensée nous donne des pseudo-explications, ou plutôt des commentaires sur ce qui se passe en nous, euh, en laissant imaginer, en nous faisant croire que c'est la cause, quelles sont la cause de ce qui se passe en nous. Mais c'est une confusion habituelle entre la cause et l'effet. Hein. Nous croyons pouvoir expliquer par la pensée ce qui se passe en nous, alors que c'est ce qui se passe en nous qui explique la pensée. Hein. Nous sommes d'abord donc des corps agissants, et en fait voilà, la pensée n'est qu'un résidu, un supplément qui arrive tout à fait en bout. C'est-à-dire que finalement notre pensée résulte de la multitude d'événements chimiques et mécaniques qui se déroulent en nous. C'est-à-dire qu'en fait, euh, notre pensée est le résultat de la façon dont nous vivons, dont nous mangeons, dont nous digérons, nous activons ou pas notre corps. Hein. Et c'est ainsi, nous dit Nietzsche, que par exemple la métaphysique allemande, alors Nietzsche est farouchement, enfin est extrêmement critique par rapport à la tradition philosophique allemande, et il estime qu'en fait les Allemands pensent voilà en fonction de leur alimentation, et que par exemple l'idéalisme, la métaphysique du devoir, etc., tout ce que Nietzsche trouve pesant en fait dans la tradition allemande depuis Kant, est dû en fait à un mauvais régime de vie, un régime de vie trop empesé par une alimentation lourde, par des mœurs en fait trop lourdes. Hein, et que voilà, Kant a pensé en fait selon une routine qui reflète en fait la routine de sa propre vie. Hein.
et que il y a dans sa métaphysique une sorte d'enfermement qui est le reflet exact en fait d'un mode de vie enfermé. C'est pour ça que Nietzsche, pour sa part, est un penseur sportif qui met sans cesse en avant la nécessité de se mouvoir et de ne penser qu'en mouvement, hein, de ne penser qu'en marchant. Il fait l'éloge ainsi de Jules César qui, selon lui, ne pensait et n'écrivait, comme Montaigne d'ailleurs, qu'en marchant ou en allant à cheval. Hein. Ainsi, Nietzsche lui-même se défie des pensées assises, dit-il, c'est-à-dire les pensées qui nous viennent lorsque nous sommes assis à notre table, à notre bureau, et, dit-il, pour penser véritablement, il faut se rapprocher des sommets, il faut escalader, il faut grimper, il faut essayer de se mouvoir, de s'élever, hein, parce que les pensées que nous avons dans l'immobilité ne valent rien, hein, dit-il. Voilà. Donc, en fin de compte, nous employons sans cesse le je pour parler de la pensée, mais c'est une supposition. On dit je pense, il faudrait dire ça pense, hein, ça pense. Alors, comme vous le savez, c'est bien de cette citation de Nietzsche que vient le concept du ça chez Freud, hein. On ne devrait jamais dire je pense, mais plutôt ça pense, car nos pensées ne viennent pas quand je le veux, mais quand elles le décident, hein. C'est-à-dire que le je n'est pas maître de rassembler les nus et de convoquer les pensées devant lui. Borges, que j'évoquais dans la précédente vidéo, Borges, ce grand écrivain argentin, prix Nobel de littérature, il est mort en 1980, 81, je ne sais plus. Et en fait, commentant Nietzsche et Hume, Borges écrit la chose suivante. On dit, quand on dit je pense, on commet une erreur. Il faudrait dire il pense, comme on dit il pleut. Parce que quand nous utilisons cette tournure de phrase, il pleut, nous utilisons un pronom, enfin, comment dire, impersonnel, c'est un usage impersonnel. Quand on dit il pleut, on n'imagine pas qu'il y a un il qui fait tomber la pluie. On n'imagine pas que, c'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement ici, nous souscrivons aux formes grammaticales qui demandent un sujet pour un verbe, mais en fait, nous savons bien que derrière ce il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas, je sais pas, un dieu de la pluie ou quelqu'un comme ça qui appuierait sur un bouton, hein. C'est un phénomène impersonnel. Et bien, en fait, c'est à peu près ce qui se passe quand nous pensons, hein. Nous devrions donc dire il pense, comme on dit il pleut. Voilà. Donc en fait, que sommes-nous? Nous sommes de multitudes d'énergies en lutte en permanence, les unes contre les autres. Il n'y a pas d'unité, hein. Le corps en fait rassemble en lui des énergies qui sont concurrentes, des instincts qui se livrent la guerre et il n'y a pas une unité, une cohérence objective à tout cela. Donc le moi n'a pas d'unité et nous croire sujet, là encore, une vaste illusion, hein. Une vaste illusion qui débouche, selon Nietzsche, sur en fait le primat de l'âme sur le corps, hein, sur cette injuste revendication de l'âme, d'une âme illusoire qui se croit la cause de ce qui se passe dans le corps. Et écrit Nietzsche. Le but, nous dit-il, c'est, comme dans le modèle grec, perfectionner le corps entier et non le cerveau seulement, hein. Voilà. Alors, ceci dit, il me semble, après avoir vu cette critique du sujet par Nietzsche, il me semble que l'éloge du corps que nous avons fait, que nous avons prononcé à la suite de Nietzsche, ici, signifie bien que comment dire, le but est bien de retrouver détaché du corps, si bien que nous pouvons à nouveau poser la question, est-ce qu'en fait, est-ce qu'en fait, euh, le, le, comment dire, euh, le but n'est pas
que nous redevenions sujet de nos existences en construisant cette prise de pouvoir sur nous-mêmes, qui n'est peut-être pas donnée effectivement par un sujet métaphysique, par une âme abstraite coupée du corps, peut-être, hein, mais enfin, le but ne demeure-t-il pas que nous devenions nous-mêmes, ce qui après tout est une des maximes que Nietzsche emprunte à Pindare, un poète antique, hein, et qu'il fait sienne, hein, deviens ce que tu es. Bon, ce qui veut bien dire tout de même que le but est bien de forger une unité à notre être, donner une unité à notre être, même si cette unité, effectivement, n'est pas donnée dès le départ, hein, dans un sujet métaphysique. Voilà. Alors, je vous propose de poursuivre ces réflexions dans le grand 2. Pour l'instant, je finis ces vidéos et donc nous allons continuer ces réflexions dans la vidéo suivante qui devrait être la vidéo numéro 3.